Bonjour amis rêveurs et bienvenue sur la chaîne Terre Onirique. Bon, les vampires, ma seconde créature préférée dans le genre horreur juste après les zombies. Normal donc que je traite enfin ce sujet sur ma chaîne. On s'attaque à un très gros morceau avec cette vidéo et je vous avoue que j'ai eu un peu de mal à trouver comment la commencer et surtout comment vous rendre tout ceci le plus accessible possible sans oublier trop d'informations. C'est pourquoi je ne vais pas entrer dans les détails pour certaines affaires ou certains personnages qui auront sans doute leur propre vidéo à un moment ou à un autre. Je vous propose donc aujourd'hui de revoir un peu l'histoire et les origines des vampires, puis d'aller voir quelques références à cette créature dans la pop culture. Vous êtes prêts? Eh bien dans ce cas, bon voyage! Je vais tenter dans cette première partie de vous donner une définition du vampire, mais aussi de vous montrer son évolution entre ce qu'il était dans les anciennes mythologies jusqu'à la représentation moderne qu'on a de lui à travers le cinéma, les séries, la littérature et les mangas d'aujourd'hui. Retournons donc un peu aux anciennes mythologies. Comme première information, le vampire est une créature que l'on retrouve dans de nombreuses cultures à travers le monde. Bien que ses facultés et son apparence diffèrent selon les régions, l'histoire d'un revenant buveur de sang semble revenir très souvent dans les divers folklores et civilisations. Il semblerait que ce qui lie ces divers récits soit une peur de la mort combinée au mystère du sang, en créant un être mort-vivant qui se nourrit du sang des vivants pour maintenir sa propre force vitale. Mais ce n'est à ce moment-là pas encore le vampire tel qu'on le conçoit aujourd'hui. Plusieurs créatures sont assimilées au vampirisme, et notamment la lamia et les striges, qui sont toutes deux des créatures qui se nourrissent de sang. Mais aussi les déesses Kali pour l'Inde et Sekhmet pour l'Égypte, qui étaient toutes deux connues pour consommer du sang humain qu'on leur offrait en sacrifice. C'est à partir du XVIIIe siècle que l'on va commencer à utiliser le terme vampire en lui-même. Bien que son origine soit discutée, on s'accorde pour dire qu'il viendrait du slave, puisque la première fois qu'il a été utilisé, c'était sur l'affaire d'Arnold Paul, un paysan autrichien mort en 1726, qui aurait été attaqué pendant qu'il travaillait au champ et qui serait revenu comme vampire. La Transylvanie devient alors le berceau du vampirisme moderne. En 1751, le bénédictin Augustin Calmette va être le premier à faire la distinction entre le revenant de type vampire qui est matériel, en opposition aux fantômes et autres esprits qui sont, eux, immatériels. On en arrive donc à une définition plus moderne du vampire qui serait désormais un mort-vivant matériel qui se nourrit de sang et dont les victimes deviennent elles aussi parfois vampires à leur mort. En 1752, lors de la 3e réédition du dictionnaire de Trévoux, on retrouve la définition du mot vampire qui renvoie alors au mot strige comme seule explication francophone du concept de vampire. Petit à petit, le mot vampire va devenir plus populaire que celui de strige. On va commencer à comparer les deux créatures pour finir par les confondre en un seul et même mythe avec Pierre Larousse. D'ailleurs, en 1900, le Nouveau Larousse illustré est le premier dictionnaire à définir les vampires comme étant des morts qui sortent de préférence la nuit pour tourmenter les vivants, le plus souvent en les mordant au cou ou en les étouffant. Si vous avez vu ma vidéo sur Frankenstein, l'anecdote suivante va vous rappeler des souvenirs. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller la voir, je vous mets le lien dans le petit i juste là et dans la barre d'infos. Lors d'un après-midi pluvieux, Lord Byron et quelques amis qui étaient en vacances chez lui s'ennuyaient. Pour s'amuser, Byron lancera un défi à ses amis, celui d'écrire une nouvelle d'horreur. Ainsi, Mary Shelley écrira son roman Frankenstein, mais Byron lui-même travaillera sur une nouvelle parlant d'un vampire. Il abandonnera néanmoins l'écriture de sa nouvelle et confiera ses notes à son ami John Polidori qui terminera l'histoire en s'inspirant de Byron pour son héros vampire. Il la publiera sous le titre The Vampire en 1819, même si la paternité de cette œuvre sera finalement réattribuée à tort à Lord Byron. Comme quoi, un concours d'après-midi pluvieux, ça peut mener à 2 best-sellers de la littérature gothique. On en arrive au plus connu de tous, le roman Dracula de Bram Stoker, écrit en 1897. À l'époque de l'écriture de son roman, la créature du vampire a clairement baissé en popularité, dû principalement au fait que nombreux sont ceux qui opposent la science au folklore et au fait que les gens croient de moins en moins aux légendes. Pourtant, le roman de Stoker sera un véritable succès dès sa sortie. Dracula est alors vu comme la quintessence du genre, établissant une image du vampire toujours populaire de nos jours dans les ouvrages de fiction, même s'il a peu de points communs avec ses ancêtres folkloriques.
Certaines sources affirment aujourd'hui que le roman de Stoker serait le deuxième le plus vendu dans le monde, juste derrière la Bible. Pour ce qui en est de la transformation en vampire elle-même, elle diffère d'un folklore à l'autre. Certains disent qu'il suffit d'avoir été mordu par un vampire pour se changer à son tour en vampire à sa mort. D'autres, comme chez les Slaves ou les Chinois, pensent qu'un corps enjambé par un animal, surtout si c'est un chat ou un chien, peut devenir un mort-vivant. Dans le folklore russe, on pense plutôt que les vampires sont d'anciens sorciers ou des personnes qui se sont rebellées contre l'Église orthodoxe. Et comme je l'ai dit un peu plus tôt, la représentation elle-même du vampire change du tout au tout en fonction du folklore local également. Déjà, il y a une nette différence entre les anciennes descriptions faites des vampires à celles que l'on peut voir à Hollywood aujourd'hui. Comme je vous l'avais dit dans ma vidéo sur les zombies, la magie du cinéma fait que les anciennes créatures terrifiantes sont peu à peu passées sous le filtre du glamour pour retravailler son image et le rendre plus attirant pour le public. Autrefois donc, le vampire était décrit comme un être gonflé, rougeaud, parfois violacé, dû à sa consommation régulière de sang. Dans le cinéma, le vampire sera tout d'abord représenté comme un être blafard et pâle, comme dans le film Nosferatu par exemple, qui est aussi la première représentation d'un vampire dans le cinéma en 1922. Dracula, quant à lui, sera d'abord représenté comme un vieillard élégant, avant de retrouver sa jeunesse au fur et à mesure de sa consommation de sang humain. Aujourd'hui dans le cinéma, le vampire a également évolué dans son apparence, même s'il garde des traits distinctifs communs, tels que les canines proéminentes, le teint blanc et leurs pouvoirs sont également plus ou moins souvent les mêmes. Je vais ici mettre de côté la saga Twilight, puisque oui, je compte bien en parler, mais on verra ceci dans la seconde partie de la vidéo. En attendant, on va s'arrêter un peu sur les pouvoirs des vampires justement. Selon les mythes, les légendes ou même les auteurs, les vampires disposent de forces ou de faiblesses différentes. Dans le roman de Stoker, c'est le personnage de Van Helsing qui va énumérer de façon précise les pouvoirs de Dracula. Pour les films de l'acteur Bela Lugosi, un acteur austro-hongrois qui a plusieurs fois interprété le rôle de Dracula, ils ont mis en place l'idée que les vampires ont un pouvoir hypnotique et un don pour la séduction, leur permettant d'approcher plus facilement leur proie. On prête également souvent aux vampires la capacité de lire dans les pensées. Et petit à petit, on va donner un côté sensuel aux vampires. En effet, l'acte même de mordre sa victime avec ses canines serait une métaphore de l'acte sexuel, donnant alors à partir de là un pouvoir séducteur aux vampires, surtout auprès des jeunes femmes qui seraient encore plus faciles à séduire. Ce qui est commun aussi, c'est que le vampire devient plus puissant avec l'âge, ce qui lui offre une plus grande résistance aux lieux saints, à l'eau bénite ou aux symboles sacrés tels que le crucifix. Et enfin, on donne souvent aux vampires la capacité de se changer en animal, et principalement en loup ou en chauve-souris, ou de se changer en brume également. Dans les divers folklores, on retrouve plusieurs techniques pour se protéger des vampires. On retrouve communément plusieurs objets qui auraient la propriété de les repousser, comme par exemple les fleurs d'ail, qui seront remplacées dans le cinéma par les gousses d'ail elles-mêmes, étant plus facilement reconnaissables par le spectateur. L'odeur de l'ail aurait tendance à les incommoder, c'est pourquoi on pouvait en mettre dans sa maison pour tenter de les repousser. Une branche de rosier, d'aubépine ou de verveine était également vue comme des protections efficaces. En Amérique du Sud, ce sont des branches d'aloe vera que l'on accrochait aux portes. On pouvait se munir d'objets sacrés comme un crucifix, un chapelet ou de l'eau bénite qui auraient la capacité de les repousser, voire même de les blesser. Les vampires seraient incapables de marcher sur un sol consacré comme dans les églises ou les temples, et ils seraient incapables de traverser l'eau courante également. Certains folklores rapportent que le vampire n'a pas d'ombre et ne se reflète pas dans un miroir, mais ceci n'est pas unanime. On retrouve aussi dans plusieurs récits que le vampire ne peut pas rentrer dans une habitation à moins d'avoir été expressément invité à entrer par le propriétaire. Enfin, dans certains récits chinois, il est dit que si un vampire trouve un sac de riz, il doit en compter chaque grain avant de pouvoir faire quoi que ce soit d'autre. On retrouve des récits à peu près dans le même genre dans des mythes indiens et sud-américains. Le vampire serait alors obligé de compter toutes les graines d'un sac devant lui et de dénouer tous les nœuds qu'il croise. Il lui est impossible de s'en détourner avant d'avoir fini. Pour détruire un vampire, là encore on retrouve de grandes similitudes dans les divers folklores. Traditionnellement, le pieu dans le cœur, la décapitation ou la crémation sont des moyens efficaces de se débarrasser d'un vampire. De manière générale, la mort d'un vampire est ritualisée, puisque tuer un vampire est une action juridique qui est parfois précédée d'un procès, durant lequel le mort est accusé de troubles et de meurtre.
Dans le roman de Stoker, le personnage de Van Helsing affirme également que le pieu dans le cœur offre alors au vampire le repos éternel, de même que si on lui coupe la tête. Dans le film Nosferatu, il est dit que le seul moyen de tuer un vampire est qu'une femme au cœur pur lui fasse oublier le lever du jour. C'est de là que serait née la croyance dans les effets nocifs des rayons du soleil sur les vampires, laquelle sera ensuite exploitée dans la plupart des films. À partir du XXe siècle, les auteurs vont se réapproprier le mythe du vampire. Et pour ne citer qu'elle, Anne Rice, à partir des années 70, et en particulier son roman Entretien avec un vampire, va donner une seconde jeunesse au mythe des vampires. Elle va axer une grande partie de ses romans sur les interrogations morales qui peuvent tenailler ces créatures, comme Louis, le héros d'Entretien avec un vampire, qui essaye de garder un côté très humain, là où Lestat se pose bien moins de questions morales. Puis, au début des années 2000, c'est principalement la saga Twilight qui va relancer l'engouement pour le vampire auprès des plus jeunes. D'abord avec les livres, puis avec les films. Mais patience, j'ai dit que j'en parlerai plus tard. Il existe à travers l'histoire plusieurs personnes qui ont été présentées comme des vampires. Tout d'abord la comtesse sanglante Elizabeth Bathory, dont je vous ai parlé dans une autre vidéo. Je ne vais pas revenir sur son histoire ici, je vous mets le lien de la vidéo dans le petit i et dans la barre d'infos en dessous. Il y a aussi le célèbre Vlad Tep, ou Tepes, mais là encore je ne vais pas m'attarder dessus parce que je compte bien lui consacrer une autre vidéo. Je tenais tout de même à vous les citer tous les deux ici. Plus récemment dans notre histoire, plusieurs tueurs en série ont été qualifiés de vampires par la presse, notamment parce qu'ils auraient la réputation de boire le sang de leurs victimes, comme par exemple le vampire de Düsseldorf. Dans la série Esprit criminel, l'équipe de profilers enquête plusieurs fois sur des affaires dans lesquelles le sang humain a une importance pour le tueur qu'il traque. Il existe également énormément de légendes urbaines autour de personnes qui en attaquent d'autres pour boire leur sang un peu partout dans le monde. Je voulais vite fait également vous parler de ce qu'on appelle le vampirisme clinique. On appelle ça également le syndrome de Renfield en référence au personnage du même nom dans le roman de Stoker. Le vampirisme clinique consiste en fait à ingérer du sang, humain ou animal. Ce comportement est le symptôme d'une affection psychiatrique qui conduit à un ensemble de pratiques déviantes telles que la nécrophagie ou la nécrophilie. Dans cette maladie, la représentation du sang est liée à la croyance en des pouvoirs mystiques ou surnaturels qui peuvent expliquer les folklores autour du vampire qui rattachent ces symptômes à la schizophrénie. Et enfin, je tiens également à noter que plusieurs maladies ont été rapprochées du vampirisme, comme par exemple la rage, puisque cette maladie provoque agressivité et le sujet qui en est atteint a tendance à vouloir mordre, que ça donne le teint pâle et une aquaphobie. La tuberculose a également été rapprochée du vampirisme, de par sa propagation, mais aussi par le fait que le sang avait tendance à colorer les lèvres de ceux qui en étaient atteints. En 1985, un biochimiste a également recommandé aux personnes atteintes de porphyrie d'ingérer de grandes quantités de sang pour combler les déficits liés à leur maladie. Et je finirai la liste des maladies traditionnellement rapprochées du vampirisme avec une maladie appelée Xeroderman pigmentosum, également appelée la maladie des enfants de la Lune. Les gens atteints de cette maladie sont hypersensibles au rayonnement ultraviolet et ne peuvent donc pas sortir à la lumière du jour sous peine de se faire gravement brûler. D'ailleurs, au passage, pour vous faire une idée, c'est de cette maladie que sont atteints les enfants de Nicole Kidman dans le film Les Autres. Bon, après cette partie extrêmement longue, je vous propose d'aller faire un tour dans quelques références dans la pop culture de nos amis les vampires. Alors, comme vous vous en doutez, il existe des milliers d'œuvres mettant en scène des vampires. Déjà, je suis humaine et j'ai une vie en dehors de YouTube. Donc bien évidemment que je n'ai pas vu absolument tout ce qui existe et que je ne connais pas tout ce qui se fait. Merci donc de ne pas m'agresser dans les commentaires avec des « t'as oublié ci ou ça ». J'ai juste choisi de vous parler de grands classiques, mais aussi d'œuvres parfois moins connues, mais dans tous les cas, je ne vous parle que de ce que je connais et surtout de ce qui m'a le plus marqué. Libre à vous de nous présenter d'autres œuvres dans les commentaires, et dans tous les cas, merci de respecter les avis de tout un chacun. Allez, des bisous et on y va. Pour plus de simplicité et pour qu'on n'y soit pas encore demain, j'ai classé cette partie en 4 sous-parties, le cinéma, les séries, les jeux vidéo et jeux de rôle, et la section animé, manga et manhwa. Et on commence tout de suite avec le cinéma. Vu que j'ai parlé du roman Dracula tout au long de la première partie, il est normal que je vous cite le film de Coppola du même nom. Le film est une retranscription fidèle du roman de Stoker, et on y retrouve de grands noms tels que Gary Oldman, Keanu Reeves, Anthony Hopkins, Cary Elwes et Winona Ryder. Bien que le film soit un grand classique, je vous déconseille à l'heure actuelle de le regarder car il a malheureusement très mal vieilli.
Si vous en avez le courage, il est actuellement disponible dans le catalogue français de Netflix. Ce film, comme beaucoup d'autres, a connu sa parodie sous la plume de l'excellent Mel Brooks sous le titre de Dracula, mort et heureux de l'être, dans lequel on retrouve l'excellent Leslie Nielsen. Celui-ci par contre je vous le conseille, surtout pour son humour indémodable et son célèbre « Un vampire ». Autre grand classique, l'adaptation du roman du même nom, Entretien avec un vampire, dans lequel on retrouve Tom Cruise dans le rôle de Lestat, Brad Pitt dans le rôle de Louis et Kirsten Dunst dans le rôle de Claudia. Aujourd'hui encore, ce film est une référence dans le monde des rôlistes et notamment les joueurs du jeu Vampire la Mascarade, puisque l'univers d'Anne Rice a posé les bases de l'univers de ce jeu de rôle. Et on va s'arrêter maintenant un peu sur Twilight. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, Twilight reste une référence à citer quand on parle de vampires. L'œuvre s'est pas mal fait défoncer au travers des années, surtout parce qu'elle ne présente pas des vampires dits classiques. Personnellement, j'ai choisi de faire la part des choses, et tout comme d'autres créatures sont présentées différemment selon les auteurs, les vampires de Twilight sont un autre genre de vampires. Alors oui, Edward brille au soleil façon boule à facettes des années 80, mais ça c'est malheureusement une mauvaise retranscription du livre, puisqu'en fait, il est dit dans les livres qu'ils ont une peau qui ressemble à du cristal. Difficile à rendre ça visible sur un grand écran. Après, personnellement, j'ai largement préféré les livres, comme quasiment tout ce qui est un livre adapté en film, vous me direz. Mais croyez-moi, la semaine dernière, j'ai profité de ma semaine off pour regarder plein de films de vampires, et je vous jure que les 5 films ont littéralement aspiré mon âme, pourtant à l'époque, je les avais aimés. Voyons également la saga des Blade. Originellement, ce sont des comics créés en 1973 pour Marvel. Il y a eu tout d'abord 3 films portés par Wesley Snipes, et en 2006, Blade a été adapté en série. Bon, juste une saison de 12 épisodes, mais tout de même. Pour vous résumer vite fait Blade, c'est un homme qui est mi-humain, mi-vampire, puisque sa mère a été mordue par un vampire alors qu'elle était enceinte. Blade est appelé le diurnambule par les vampires, puisqu'il a certains pouvoirs de vampire, mais pas leurs faiblesses, et entre autres, il a la faculté de pouvoir supporter la lumière du soleil. Il est également un chasseur de vampires et un véritable cauchemar pour eux, même si plusieurs essayent de reproduire d'autres diurnambules, principalement en étudiant le sang de Blade. Je pourrais m'arrêter sur d'autres grands noms tels que la saga Underworld, Van Helsing, le film de Carpenter ou les Hôtels Transylvanie, mais je préfère ne pas m'y attarder trop et passer directement aux séries télé. Et là, on va aborder mon grand chouchou que je n'aurai pas trop l'occasion de vous citer dans d'autres vidéos. Il s'agit de Buffy contre les vampires et son spin-off Angel. Alors Buffy, ça a super mal vieilli, on est bien d'accord, surtout les premières saisons avec les masques en latex et compagnie. Mais pourtant, je ne me lasse pas de regarder quelques épisodes de temps en temps. La série est d'ailleurs dispo sur Amazon Prime et sur Disney+, si jamais ça vous dit. Alors Buffy, qu'est-ce que c'est ? Eh bien c'est une série axée sur ce qu'on appelle une tueuse, qui est une lycéenne le jour et une tueuse de vampires la nuit. Dans les premiers épisodes, on apprend qu'il n'y a qu'une tueuse par génération, et dès qu'elle meurt, une autre s'éveille. Bien que tous les épisodes ne soient pas bons et que toutes les saisons ne soient pas égales, la série aborde néanmoins énormément de problèmes adolescents classiques, tels que la popularité au lycée, les changements et la mort. Cette série reste pour moi une référence encore à ce jour. L'autre série dont je voulais parler, c'est True Blood, puisque dans cet univers, les vampires se sont révélés au monde et qu'ils essayent de vivre normalement au milieu des humains. Alors ça fait un moment que je n'ai pas vu cette série, surtout parce qu'elle s'est vraiment dégradée au fil des saisons, me laissant un goût amer, mais dans mes souvenirs, les premières saisons sont vraiment bonnes et surtout très novatrices dans son scénario. L'action se passe en Louisiane et les décors sont vraiment magnifiques. J'avais particulièrement apprécié le personnage de Jessica et son évolution au fil de la série. Là encore, j'aurais pu vous citer des séries comme Vampire Diaries, Dracula ou Van Helsing, mais je ne vais une fois de plus pas m'arrêter dessus pour une seule et bonne raison, je ne les ai pas regardées. Donc même si je les connais de nom et que je sais à peu près ce qu'il s'y passe, je ne pourrais pas vous en parler en toute objectivité. C'est pourquoi je préfère passer tout de suite à l'univers vidéoludique et rôliste. Et je vais m'arrêter un peu sur le jeu Vampire la Mascarade, puisque c'est sans doute l'un des jeux de rôle les plus connus traitant des vampires. Comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, ce jeu de rôle s'appuie principalement sur les romans d'Anne Rice, en y apportant tout de même son propre background et ses propres règles. Je ne vais pas non plus rentrer dans une grande explication des règles et de l'univers, le but étant de vous présenter de façon la plus abordable possible. Donc dans ce jeu de rôle, il est dit que les vampires descendent tous de Caïn. Oui, le Caïn de la chrétienté, celui qui a tué son frère Abel. Il aurait été maudit suite à ce meurtre et serait devenu le premier vampire. Au fur et à mesure du temps, il a créé d'autres vampires qui en ont créé d'autres à leur tour, créant des clans au fur et à mesure, partageant les mêmes pouvoirs et les mêmes faiblesses. Il y a également une histoire de génération qui définit la puissance du vampire.
Ainsi, Caïn est le premier, ses descendants directs sont de deuxième génération, leurs descendants sont de troisième génération, et ainsi de suite. Ce sont d'ailleurs ces troisièmes gènes qui ont créé les différents clans. Le monde de Vampire la Mascarade est un monde gothique très sombre où il existe de nombreuses guerres entre les clans, mais aussi au sein même des clans. Et il y a bien sûr dans le monde d'autres créatures surnaturelles, telles que les mages ou les loups-garous, qui ont eux aussi leur propre jeu de rôle respectif. Et pour les jeux vidéo, je vais retourner là aussi auprès de mon meuporg préféré, World of Warcraft, puisque dans la dernière extension Shadowland, la congrégation des Ventir de Revendreth sont clairement inspirés des vampires. Leurs terres font penser à la Transylvanie, les hommes ont cette coiffure clairement inspirée de Dracula de Stoker, et les torrents d'Anima rappellent tellement des rivières de sang. Bref, j'aime pas spécialement cette congrégation, et j'ai vraiment traîné mes patounes de Pandaren pour faire la campagne Ventir. Mais tout comme les autres décors de cette extension, je ne peux pas lui retirer la beauté de son environnement. On attaque maintenant le dernier morceau avec les mangas et animés. Il en existe tellement que j'ai fait le choix de m'arrêter uniquement sur un animé et un manga que j'ai particulièrement apprécié. Donc tout d'abord l'animé qui s'appelle Trinity Blood. Certes, il commence à dater un peu, mais il reste quand même très beau à regarder et son histoire est vraiment très bonne. On y suit les aventures d'un très vieux vampire appelé Abel dans un monde futuriste où les humains se battent contre les vampires. Pour le manga, il s'agit de Rosario Vampire qui a aussi été adapté en animé, mais je les ai juste lus. Dans ce manga, un jeune humain du nom de Tsukune Aono est envoyé par erreur dans une école un peu spéciale puisque c'est une école de monstres. Il va faire la rencontre d'une jeune fille du nom de Moka Akashiya qui porte un rosaire autour du cou destiné à contenir sa puissance de vampire. Le manga était plutôt marrant à lire et l'histoire était plutôt sympa. Si vous avez l'occasion, je vous le conseille. En dernier, je vais également vite fait vous conseiller le manhwa White Blood qui est disponible gratuitement sur Webtoon. Dans cette histoire, on suit les aventures de Park Ayan, une vampire de sang pur qui souhaite vivre en paix avec les humains, mais les humains ont très peur des vampires et les détestent. Et voilà, on en a enfin fini pour aujourd'hui avec les vampires. C'est à ce jour la vidéo la plus longue que j'ai pu faire et j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, un petit pouce bleu me fera vraiment plaisir. Et vous, quelles sont vos œuvres de vampires préférées? Dites-le moi dans les commentaires, j'ai vraiment hâte de vous lire. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne rien manquer de mes prochaines publications et pensez à aller me suivre sur mes réseaux sociaux pour vous tenir informé des dernières actus de la chaîne. Et en attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau voyage sur les terres oniriques.